Bonjour à tous, voici la suite de notre livre L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les enfants, nous en étions au moment où le narrateur, celui qui raconte l'histoire, amène son ami qui est garde forestier pour rencontrer cet homme qui plantait des arbres, qui a planté des milliers d'arbres sur la colline. Et en quittant cet homme-là, l'homme qui plantait les arbres, les deux amis se parlent. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Des essences d'arbres, c'est le type d'arbre que l'on peut planter. Va-t-on mettre un chêne c'est l'arbre qui fait les glands. Va-t-on mettre un hêtre? Va-t-on mettre un charme? Va-t-on planter de l'osier? Va-t-on planter... les possibilités sont multiples. Donc, il fait une suggestion, il suggère, il propose quelque chose en disant peut-être qu'ici on pourrait mettre telle essence, tel type d'arbre. Ensuite, on nous dit il n'insista pas. Le garde forestier, celui qui garde la forêt, n'insista pas. Donc, c'est pas celui qui plante les arbres, hein, c'est l'ami de notre narrateur, le garde forestier, qui n'insiste pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. L'homme qui plantait des arbres est plus renseigné sur ce qu'il faut mettre à quel endroit que le garde forestier. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. Car les bûcherons n'ont qu'une idée, c'est couper des arbres pour en faire du charbon. Vous vous rappelez, brûler les bûches et en faire du charbon de bois pour le revendre ensuite. Et là, ils auraient pu proposer des pots de vin, c'est-à-dire un pot dans lequel se trouve du vin, mais ça signifie aussi de l'argent, pour que les gardes forestiers les autorisent à couper les arbres. Mais non, ils ont tout refusé, aucun n'a donné son accord. L'œuvre de l'homme qui plantait des arbres, le fait qu'il ait planté tout cela, sa forêt, ne courut aucun risque grave que pendant la guerre de 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chênes de 1910. Mais ces quartiers sont si loin que tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré la guerre de 14. C'est-à-dire que on coupait des chênes pour tailler des morceaux de bois parce qu'on en avait besoin pour faire fonctionner des véhicules. Mais finalement, ça coûtait tellement cher qu'on a arrêté d'utiliser les chênes pour faire fonctionner les véhicules et on a abandonné cette idée. Ce qui, une fois de plus, a sauvé la forêt de l'homme qui plantait des arbres. Quelle chance! J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert. Mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux. Je vous montre l'image. Plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien, cependant, dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège.
peu à peu près, dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Ils vivent très pauvrement, ils n'ont rien comme confort. Excusez-moi. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. C'est une vie qui ne fait pas très envie, vous en conviendrez. Situation qui ne prédispose guère aux vertus. Quand on a une vie dure comme ça, on n'est pas vertueux. On n'a pas forcément envie d'être gentil, d'être poli, d'être rendant de service. Notre vie est tellement dure que on a plutôt tendance à être dur avec les autres. Tout était changé. L'air lui-même, l'air n'est pas le même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, les bourrasques, ce sont des gros coups de vent très forts. Soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Une brise, c'est un petit vent doux, agréable sur la peau. Et en plus, là, il sent bon ce vent. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Alors, à côté de cette fontaine, on a planté un arbre, c'est un tilleul, ça sent très très bon les tilleuls au printemps. Et donc, ce qu'il dit, c'est... la fontaine est abondante, elle donne beaucoup d'eau et le tilleul bénéficie de cette eau. Il a déjà très bien poussé, il est gras, ça veut dire il est gros, il est dodu, son tronc est gros. Et ça, c'est le symbole d'une résurrection. La résurrection, c'est quand on renaît, on était presque mort et là on renaît. On était presque totalement achevé et on ressort, on renaît de ses cendres. C'est super. Et la suite demain. À bientôt.